Bonsoir, je suis Jules Sanon. Nous sommes notre émission Haïti Virus, plus précisément sur la radio Karma. Et nous vous disons encore bonsoir du plus profond de notre cœur. J'ai voulu ce soir commencer cette émission avec une pensée de Rosemary Brown, un livre que j'ai acheté et que je pense que je peux partager avec vous et que vous allez justement l'aimer. Elle dit: il y a eu des moments où j'ai cruellement souffert et où parfois je me suis demandé si j'aurais accepté cette tâche en sachant tout ce qui m'attendait. Cependant, je sais que rien ne peut m'arrêter en réalité parce que dès le point de départ, j'ai été subjugué par l'enthousiasme de celle qui m'envoie. Elle a un sens profond de sa mission, lequel s'est implanté en moi. Je sens que j'ai reçu un privilège en ayant été choisi pour cette tâche, même si parfois cela me fait beaucoup souffrir. L'essentiel cependant dans cette vie terrestre est que si nous le voulons, nous pouvons toujours parvenir à un certain niveau d'évolution où nous apprenons à contrôler nos actes au lieu de simplement réagir aux circonstances. Nous devenons plus calmes et cela, à son tour, crée de meilleures conditions pour la paix de nos existences. Il est nécessaire de pratiquer le contrôle de la pensée avant que cette paix puisse s'établir. Mais je suis convaincu que si nous cherchons à vivre une vie qui est centrée sur des éléments supérieurs, comme Dieu par exemple, nous trouverons protection et direction. Cela ne signifie pas que la vie sera plus facile pour nous, mais que nous serons en mesure de l'affronter plus aisément et de trouver les forces nécessaires pour faire face à chaque événement. Nous sommes justement à la deuxième partie de notre émission Haïti Virus. Et le premier virus justement qu'on a, si vous voulez le terme, attaqué, c'est la langue française. Je vais directement ce soir pour dire que je m'adressais à la première partie avec justement la langue française qui est enseignée en Haïti et que moi-même j'ai passé toute ma vie, plus de toute ma vie, dès ma naissance. Je parle le français, j'ai été préparé, formé en français à l'université, tout ça. Mais je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que cela fait pour moi? Quel pays m'a aidé avec le français, par exemple? Quel investisseur, bien quels sont les investisseurs qui sont venus en Haïti pour investir et pour nous aider nous-mêmes, nous qui parlons la langue française? Mais alors, il y a une question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le français ou la langue française est-elle nécessaire pour nous, les Haïtiens? Je dirais que non. Et je dis directement non. Et pourquoi non? J'ai la preuve absolue que moi, par exemple, qui vous parle, je parle français et que tout à l'heure, justement, je vais continuer en créole parce que je m'adresse justement à un public euh, qui parle à un public français, c'est vrai, mais je me demande combien ceux qui vont comprendre justement ce que je suis en train d'exposer ce soir et qui est un problème crucial pour Haïti et que si nous n'arrivons pas justement à, à comment je dirais, à un point, à un point de rencontre ou à une entente que nous pourrions tous ensemble nous mettre d'accord là-dessus pour dire que nous devons choisir un autre véhicule de langue qui peut être par exemple l'anglais ou l'espagnol, comme nous avons le voisin le plus près par exemple. Eux, par exemple, ce qu'ils font, ils ont des investisseurs qui viennent, sachant l'espagnol, parce que l'espagnol, justement, c'est une langue internationale. Le français également, mais il arrive que le français est à la troisième échelle, c'est-à-dire nous avons d'abord l'anglais, qui est la première langue commerciale, deuxièmement nous avons l'espagnol, et troisièmement nous avons le français. Mais un français qui est parlé par quel pays, par exemple? Nous allons dire que les pays les plus proches de nous, nous dirions ce serait par exemple la France ou le Canada. Mais qu'a fait pour nous la France? Peut-être Canada, je ne sais pas, elle a accepté, le Canada a accepté justement de nombreux Haïtiens, nos intellectuels, les crèmes que nous avions eu justement en Haïti, qui sont partis, et que maintenant le pays est resté, comment je dirais, je ne veux pas utiliser le terme, c'est trop fort. Le pays est resté sans ses fils formés et qui sont allés justement aider d'autres pays et Haïti est laissé pour compte. Maintenant, je veux dire, où est-ce que je veux aller justement? Je veux aller à un point pour dire que le français qui est enseigné
dans les institutions scolaires, universitaires par exemple, n'est pas une langue adéquate pour les Haïtiens. Et pourquoi? Je vais prendre deux exemples, deux faits concrets qui, à moi-même, m'est arrivé et que je vais justement partager avec vous. J'étais une fois en Haïti dans un tribunal, puisque je suis juriste. J'étais allé défendre un client. Et quand je suis arrivé, je ne vais pas dire justement quel tribunal et quel juge il s'agissait. Le juge, je lui ai dit un mot. Alors, je ne savais pas, puisque je suis professeur et puis je suis juriste, certes, mais si un client est venu, il m'a donné de l'argent et je vais le défendre. Donc, je suis arrivé, le juge, c'était une femme, je m'exprimais en français, mais j'ai pu remarquer que en m'exprimant en français, elle, toujours, elle s'exprimait en créole. Bon, moi, j'ai continué en français. Pourquoi? Parce qu'à l'université, nos professeurs nous ont appris que il est mieux de nous exprimer en français face au juge. Comme ça, peut-être qu'on aurait un peu plus d'appréciation. J'ai fait comme m'avait informé mon professeur. Et j'ai fait tout le procès en français. Maintenant, j'ai dit une phrase que la juge, malheureusement, n'avait pas comprise et qui n'a pas été comprise par la juge. Elle m'a demandé de répéter la phrase. J'ai répété, je ne vais pas dire la phrase. J'ai même oublié quelle phrase c'était. Elle m'a dit, ah bon, vous avez dit ça? Alors, elle parlait créole. Et elle m'a dit, eh bien, monsieur, vous allez, vous êtes en dépôt, je vais vous mettre en dépôt. Et elle a appelé justement le policier ou les policiers qui étaient là. Et ils m'ont mis en dépôt pendant 4 heures. Et elle est partie faire son constat. Et moi, je suis resté avec des va-nu-pieds, des vagabonds, des cocourates, comme on dit entre parenthèses. Et moi, j'étais bien costumé. Je suis assis, attendre la juge revenir. Je suis allé à 8 heures, 9 heures, il était 9 heures, 9 heures du matin. Et la juge est revenue à 4 heures de l'après-midi. Et comme ça, j'ai passé des heures. Mais alors, à 9 heures, il y avait le procès, je devais attendre. Le procès a commencé aux environs, je crois, de midi ou 1 heure. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas compris ce que j'avais dit, parce que je suis un professionnel, je sais que je ne peux pas euh, man- manquer d'égard à un juge, encore une femme qui était en pleine ceinture. Maintenant, j'ai répété, et elle a dit, ah, manque d'égard à un juge, outrage à un magistrat, outrage à la magistrature, et elle m'a mis sur les bancs, elle m'a mis justement sur en dépôt, comme on dit. Je suis resté là. C'était un premier cas et j'ai perdu le procès, bien entendu. Un second cas, c'était à Delma. Quand je suis allé, j'ai commencé l'introduction en français, normalement, mais je sais que j'étais un peu têtu, mais je voulais voir. Je voulais voir pour dire maintenant qu'est-ce que je vais faire et décider en fin de compte de changer de carrière ou faire quelque chose d'autre. J'ai fait l'introduction en français, je n'ai même pas terminé, j'ai fait les exposés des cas, blablabla. Et le juge était un jeune homme, à peu près 25 ans ou 27 ans. Il m'a dit, ou perdu parce qu'on parlait français. Dossier fermé, ou perdu parce qu'on parlait français. Nous pas en France ici, c'est en Haïti. Et il est parti, il s'est levé du siège et le client lui dit pourquoi vous êtes exprimé en français, maître, alors que vous saviez que vous pourriez perdre le procès. Je ne savais quoi dire au client. Ces deux cas, pour vous montrer que qu'est-ce qui est arrivé. Quand on entend par exemple nos chefs, nos députés, nos sénateurs parlent en français, nous demandons s'ils comprennent les lois qui sont toutes faites en français. Je parle plus précisément par exemple au code civil, au code pénal. Je me demande est-ce qu'ils comprennent les textes qu'il manie. Et je suis arrivé même à me demander si ce n'est pas là le problème majeur, le problème principal de notre cher Haïti, tant aimé par nous, et que nous avons lutté, et que nous continuerons justement la lutte jusqu'au bout. C'est pour dire que je me demande souvent, est-ce que par exemple les textes que les députés, les sénateurs, nos législateurs manipulent, et même les présidents ou les chefs d'État, je me demande est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font. Je me demande exactement, quand il y a les accords, par exemple, avec d'autres pays qui s'expriment en d'autres langues, je me demande est-ce qu'ils comprennent. Je me demande
si nous ne sommes pas en train justement de faire ce qu'on appelle des démagogies, à savoir, nous montrons au monde, nous montrons à nos petits amis que nous pouvons nous exprimer en français, mais ça, finalement, on se demande, est-ce que celui qui paie les pots cassés, c'est pas finalement le peuple? Le peuple qui, justement, est malheureusement, le peuple qui ne peut pas s'exprimer en un bon français comme font nos intellectuels. Je me demande, est-ce que ce n'est pas une barrière pour notre cher peuple haïtien? Oui, nous avons deux langues officielles, là, le créole et le français. Mais là, c'est ce que je veux dire, c'est un problème. C'est un problème, comme je l'ai dit dans la première partie, que le français, alors le créole plutôt, n'est pas une langue internationale. Nous n'avons pas les ouvrages de mathématiques, les ouvrages de sciences, les ouvrages de médecine, les ouvrages de droit ne sont pas malheureusement en créole. Ils sont peut-être en français, en anglais ou en espagnol, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que nos jeunes étudiants qui lisent, qui étudient par cœur, comme moi je l'ai fait également, qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas structurer leur pensée, comme là je vous parle, là j'ai beaucoup de problèmes à structurer ma pensée pour vous dire ce que ce que je veux vous dire en français. J'aurais mieux été en créole que je vais justement parler créole parce que il faut, il faut que tout le monde le sache. Mais nous vous disons que nous devons repenser le cursus de langue que nous avons pour l'éducation haïtienne. C'est-à-dire, si nous avons par exemple le français, les investisseurs qui parlent français, combien d'investisseurs français que nous avons en Haïti, qui sont venus et qui sont prêts justement à investir en Haïti? Je ne sais pas et je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Maintenant, si nous faisons des accords avec les peuples qui parlent, qui s'expriment en espagnol ou qui s'expriment en anglais par exemple, ok, j'imagine qu'ils sont plus aptes justement à venir investir en Haïti. Nous avons le voisin le plus proche, par exemple, qui est la République dominicaine, qui s'exprime en espagnol. Ils ont une seule langue. Qu'est-ce qui arrive? Bon, dans différentes parties, justement, vous allez trouver des gens qui parlent un espagnol différent, avec un Y à la fin, etc. Mais ils se comprennent entre eux. Et comme je l'ai toujours dit, c'est là le problème majeur, le problème crucial, l'un des virus cruciaux de du moteur de la gouvernance d'Haïti, c'est la langue. Les Haïtiens, comme je l'ai appris à l'université, je ne peux pas l'oublier, aux sciences humaines, le professeur nous disait, les Haïtiens ne parlent pas les mêmes langues. Nous ne parlons pas les mêmes langues. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre propre femme, vous, vous exprimez avec votre femme en créole. Maintenant, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas parce que justement, je ne sais pas, mais on ne se comprend pas. Et je me dis souvent, si ce n'est pas là le problème majeur que nous avons, c'est-à-dire que nous ne nous comprenons pas. Mis à part justement de la tendance que nous avons à croire que l'autre en face est un menteur, est un bluffeur, il veut nous abuser, il veut nous exploiter. Mis à part de cette croyance que nous avons, mais il a également le problème du langage. On s'exprime en créole, certes. On s'exprime entre nous en créole, mais on ne se comprend pas. Moi, j'ai dit quoi? Le créole, oui, ça doit rester notre langue de communication entre nous, puisque nous ne pouvons pas le détruire. C'est une force majeure. Et je l'ai toujours dit moi-même, le créole constitue pour nous, c'est la preuve justement, c'est la force, c'est la preuve de la bataille que nous avons conquérie en 1804 et que nous ne pouvons pas laisser le créole. Ça prendra beaucoup de temps, j'imagine, plus de 100 ans peut-être. Si nous travaillons dès aujourd'hui à ce que notre langue créole soit une langue, non seulement une langue internationale, mais également une langue où nous avons des ouvrages dans ces langues, je doute fort que notre génération puisse le voir. Entre-temps, pour offrir dans 50 ans qui viennent à nos jeunes quelque chose, il serait mieux de changer le cursus, de donner des cours intensifs d'anglais, par exemple, ou d'espagnol, que les jeunes s'expriment en espagnol ou en anglais pour leur donner une chance, que des investisseurs puissent venir en Haïti et investir, parce que j'imagine que la France est loin de nous appuyer dans des investissements, d'avoir, par exemple, ce qu'on appelle des zones franches en espagnol ou en anglais. Les Français, mon Dieu. Donc, c'est pour vous dire que nous devons faire un effort. Nous allons terminer cette deuxième partie et nous prenons une pause et nous revenons tout à l'heure.